Bonjour tout le monde, bienvenue à ce séminaire d'aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à tous les participants et à toutes les participantes à cette série de séminaires qui est intitulée « Les milieux de vie au cœur du développement des territoires et de l'innovation sociale ». C'est une série de séminaires qui nous a aidés à réfléchir sur le concept et le terme de milieu de vie. Donc, pour voir comment justement les milieux de vie peuvent et sont au cœur du développement du territoire et de l'innovation sociale. Je vous rappelle que cette série de séminaires a été organisée par l'Axe Territoire et Milieux de Vie du CRIS que je co-dirige avec notre collègue Juan-Louis Klein et est en collaboration avec la chaire de recherche du Canada en innovation sociale que je dirais, et développement des territoires, la chaire ISDET que je dirige à l'UQAR. Et cette série vise donc à réfléchir théoriquement et empiriquement sur l'importance de considérer les milieux de vie dans l'étude du développement territorial et des innovations sociales. Je ne vais pas faire tout le résumé des séminaires, mais c'est un cycle de 3 séminaires. Les 2 premiers ont eu lieu au mois de février, au mois d'avril. Le premier intitulé, finalement, je vais faire un résumé de tout, intitulé « Sol, terre et territoire » était donné par Mathilde Ferretto. Vous trouvez sur le site du CRIS, ou s'ils ne sont pas encore là, vous allez les trouver très bientôt, les enregistrements. Et le deuxième séminaire a été organisé en collaboration avec Laurie Guimond et avait pour titre « Les milieux de vie, cohabitation et développement inclusif sur la côte nord, Nitassian, en Haute-Mauricie et dans le Kimberley en Australie ». Donc, ce dernier séminaire était avec les Premières Nations, pas sûr, mais avec les Premières Nations. Donc, comme je disais, les 2 séminaires sont sur le site du CRIS. Tout est en cours de préparation. Vous allez retrouver dans quelques jours, dans quelques semaines. Donc, avant de vous présenter notre invité et le titre du séminaire d'aujourd'hui, en fait, je vais le faire tout de suite. Le séminaire d'aujourd'hui est intitulé « Des milieux de vie peuvent-ils renaître ?» Et ce séminaire, ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir Monsieur Gérard François Dumont qui présentera cette conférence d'aujourd'hui qui durera environ 30-40 minutes. Je vais vous présenter, probablement plusieurs parmi vous le connaissent, mais le recteur Gérard François Dumont est professeur à Sorbonne Université, auparavant membre de section du Conseil économique et social, expert auprès du Comité économique et social européen et du Conseil d'Europe, administrateur de la Société de géographie, conférencier international. Il anime entre autres 2 revues, Population et Avenir et la Revue des populations et des territoires. Et aussi les analyses de population et avenir. Donc, il compte plus de 800 publications portant sur toutes les régions, sur plusieurs régions du monde entier. Donc, c'est avec un grand plaisir que j'accueille aujourd'hui à ce cycle de séminaires de l'Axe Territoire du CRIS, M. Dumont. Bonjour, M. Dumont. Bonjour. Donc, comme je l'ai rappelé tantôt, M. Dumont vous allez avoir 30-40 minutes pour votre présentation. Et après, l'élément très important de nos séminaires, comme toujours, c'est la période des questions et du débat. Je sais que vous tenez particulièrement à cette partie-là. Donc, je répète, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui et merci pour avoir accepté notre invitation. Donc, sans plus tarder, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont joints à nous. Donc, doucement, les autres arriveront. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à M. Dumont pour sa présentation intitulée, comme je disais, « Des milieux de vie peuvent-ils renaître ?»
Monsieur Dumont, à vous. D'abord, merci beaucoup de votre invitation. Merci aussi de cette belle organisation. Je voudrais remercier aussi Mélanie qui a très bien piloté toute cette organisation et Marco qui m'a fait confiance. J'espère que cela sera mérité. Je suis aussi très honoré de la présence d'un certain nombre d'enseignants et de chercheurs qui sont à l'écoute et nous serons très, très heureux de discuter après mon exposé préliminaire sur ce thème, donc, des milieux de vie peuvent-ils renaître? Alors, je dois d'abord me faire pardonner parce que c'est vrai, et notamment à la demande de Marco, je vais me concentrer sur des exemples français, mais bien entendu, au cours du débat, si vous le souhaitez, même si je suis loin de connaître le monde entier, néanmoins, je connais de nombreux autres exemples dans d'autres pays du monde et donc on peut bien sûr élargir l'échelle bien au-delà de la France hexagonale. Donc la première question qui se pose en introduction, c'est de savoir en fait qu'est-ce qu'un milieu de vie. Je l'ai posé à Marco Alberio, mais la réponse ne m'a pas paru d'une clarté évidente. Et donc On s'interroge, on fait ces Ouais, voilà. séminaires pour Donc, je vais vous s'interroger. proposer, moi, une définition que vous aurez bien sûr le droit de critiquer et de contester. Donc, il me semble qu'un milieu de vie, si on veut le définir de façon optimale, c'est un espace géographique au sein duquel une collectivité humaine partage des activités économiques, sociales, associatives. Et les habitants de cette collectivité humaine se sentent des citoyens de ce milieu de vie et souhaitent ensemble le faire vivre en vue du bien commun. Donc pour moi, un milieu de vie, je dirais, c'est un écosystème, un milieu organisé qui fait système par des liens interactifs entre ses habitants, qui se considèrent, au moins pour une part importante d'entre eux, comme des acteurs de l'espace géographique concerné. Alors à côté de cette définition plutôt générale, je crois qu'il importe de montrer ce que n'est pas un milieu de vie. Ce que n'est pas, à mon avis, un milieu de vie, c'est d'abord des espaces qui sont des lieux de travail où les personnes ne vivent que temporairement un certain nombre d'heures dans la semaine. Parce qu'en fait, mettons le centre d'affaires de la Défense à Paris, même s'il a des logements, ce sont essentiellement des bureaux, c'est un espace utilitaire et non pas un milieu de vie avec un ensemble d'éléments économiques, sociaux, associatifs. De la même façon, si nous considérons une commune dortoir, donc un territoire où les gens essentiellement habitent, mais qui a un espace utilitaire que pour habiter, en fait, cet espace est un lieu de consommation d'habitat et non pas un milieu de vie. Et de façon générale, si les personnes habitent dans un espace géographique auquel ils ont du mal à s'identifier, il me semble qu'on ne peut pas le considérer comme un milieu de vie. Pour prendre un exemple français, vous savez sans doute que la France, dans les années 1960, a décidé la création de quelques villes nouvelles. Eh bien, nous pouvons dire aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, que ces villes nouvelles qui ont été construites, notamment dans la région Île-de-France, ne sont toujours pas des milieux de vie. Pourquoi? Parce qu'elles ne font pas preuve d'une identité qui se valorise par des éléments significatifs. Par exemple, pour ceux qui aiment le football et qui suivent par exemple la Coupe de France de football, eh bien, ils remarqueront qu'aucune ville nouvelle, à ce jour, 60 ans après, n'a jamais brillé dans la Coupe du monde de football, même à un niveau relativement bas. Alors qu'en revanche, on voit des villes moyennes plus petites que les villes nouvelles, on voit des petites villes plus petites que ces villes nouvelles qui ont réalisé des exploits dans la Coupe de France de football, justement parce qu'elles étaient des milieux de vie qui étaient porteurs d'une volonté. Alors, bien entendu, la définition que j'ai proposée est une définition optimale.
J'ai insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas nécessairement de toute la population qui a ce ressenti de milieu de vie. Et je voudrais, pour conclure cette introduction, insister sur le fait que ce milieu de vie, il peut être n'importe où sur les territoires. Autrement dit, ce milieu de vie, certes, peut être rural, mais il peut aussi être urbain. Alors, c'est vrai qu'on a souvent du mal à comprendre l'existence de milieux de vie urbains parce qu'on est sous la prégnance des modèles centre-périphérie qui nous donnent l'impression que les métropoles font système. Et souvent, en réalité, les métropoles font guerre système dans la mesure où ce sont plutôt tel ou tel territoire de la métropole qui est en lui-même un système, qui ne fait pas forcément système avec le reste de la métropole. Et donc, il importe d'insister sur ce point parce que cela est souvent omis. Monsieur Après, Dumont, donc, je me permets juste de vous dire qu'il n'y a pas de PowerPoint partagé, donc je ne sais pas si c'est… il va arriver, je vais le chercher là. Ah, super. Voilà, voilà. Donc, je voulais donc en introduction, quand même avant, vous donner un petit peu ma définition. Et maintenant, voilà le PowerPoint partagé. J'espère qu'il convient. Là, il est arrivé? Oui? Oui, oui, c'est bon. Alors, il est arrivé, mais Dommage qu'il n'y a pas la définition de milieu de vie, on ne pourra pas la copier. non, mais ce sera pour plus tard. Ce sera pour plus tard. Alors, attendez. Le problème, il est simple, c'est que le PowerPoint est en train de faire une blague. Ah là là. Si jamais vous préférez, Mélanie pourra la partager. Oui, si ça marche chez Mélanie, parce que là, je ne sais pas pourquoi il me fait une blague. On va y essayer. C'est bon. Éventuellement, vous direz quand avancer de diapo. Très bien. Merci Mélanie, c'est parfait. Voilà, donc le titre des milieux de vie peuvent-ils renaître? Donc l'introduction, je viens de vous la proposer. Et donc je demande à Mélanie de passer peut-être à la planche 3 qui annonce un peu le plan. Donc je vous propose un plan en deux parties. Dans une première partie, eh bien, j'expliquerai pourquoi des milieux de vie peuvent être amenés à disparaître, les milieux de vie tels que je les ai définis précédemment, mais ces milieux de vie qui disparaissent, sont-ils susceptibles de renaître? Et donc, dans une seconde partie, j'essaierai de vous montrer à travers quelques exemples comment des milieux de vie peuvent renaître et quels enseignements il faut en tirer. Donc, premièrement, donc, quelles sont les causes de disparition des milieux de vie? Et nous en arrivons donc à la diapositive suivante qui souligne que parmi ces causes de disparition, il y a des problèmes économiques, des problèmes géographiques, et ces problèmes peuvent faire l'objet d'une mesure que je résumerai ensuite. D'abord, un milieu de vie, comme je le disais tout à l'heure, suppose des échanges économiques, c'est-à-dire en fait que dans un milieu de vie, vous avez à la fois des emplois et à la fois de la main-d'œuvre. Or, clairement, il y a des milieux de vie qui, compte tenu de processus économiques, peuvent perdre de leur réalité de milieu de vie, tout particulièrement si ces milieux de vie voient leurs emplois disparaître sans qu'il y ait création de nouveaux emplois. C'est effectivement ce qui s'est passé dans un certain nombre de milieux de vie qui étaient tournés vers des activités agricoles ou vers des activités industrielles. Nous avions, par exemple, des petites villes extrêmement dynamiques comme marchés agricoles qui ont vu leur importance diminuer avec le changement des circuits de distribution et de commercialisation des produits de l'agriculture et avec l'internationalisation aussi des échanges agricoles. Et donc, face à ces situations de désemploi dans l'agriculture et les circuits de distribution agricole, eh bien, ces territoires ont pu perdre leur sens de milieu de vie et un certain nombre de leurs habitants ont été contraints d'aller chercher de l'emploi ailleurs. Et donc, ils ont perdu
des caractéristiques propres à cet écosystème que j'évoquais tout à l'heure. Deuxième possibilité, eh bien, là aussi, des villes ou des territoires industriels qui étaient de vrais milieux de vie, c'est-à-dire des lieux où l'on pouvait trouver à la fois des habitants, des emplois, de la vie associative, de la vie culturelle et tout un ingrédient d'interaction entre les différents habitants qui faisaient une dynamique de milieu de vie et qui se sont trouvés en difficulté lorsque leurs industries ne sont pas parvenues à avoir des remontées économiques satisfaisantes en matière d'emploi. C'est par exemple le cas de territoires de milieux de vie qui étaient particulièrement développés dans l'industrie textile et qui, au moment de la fin, en quelque sorte, de l'industrie textile, ont perdu cette unité de milieu de vie et ont vu là aussi des actifs la quitter ou des actifs se rendent dans une autre ville pour trouver des possibilités d'emploi. Troisième exemple de milieu de vie qui se trouve en passe de disparaître, voire de disparition, ceci est lié à des décisions publiques, notamment lorsque vous avez un territoire au sein duquel il y avait des équipements administratifs qui participaient à l'écosystème et la disparition de tel ou tel équipement administratif ou d'enseignement modifie significativement la situation du milieu de vie qui perd un peu sa nature. Donc cela peut être lié à la fermeture d'un tribunal, au fait qu'une ville, j'ai des exemples à français en tête, qui avait le statut de préfecture, donc qui était la capitale administrative d'un département, perd ce statut de préfecture. Vous pouvez avoir une ville qui perd son hôpital et à ce moment-là, effectivement, une partie de son écosystème, et bien sûr une ville qui va perdre, ou un territoire qui va perdre son école et qui n'a plus tous les ingrédients qui permettent de rester un milieu de vie. Donc, vous voyez de très nombreux exemples où nous avons des territoires qui ont été milieux de vie il y a 3 siècles, il y a 2 siècles, il y a un siècle, voire encore au milieu des années 1960, voire des années 1970, et qui ont perdu, compte tenu des changements dans les structures économiques ou du fait d'un certain nombre de décisions administratives. Parmi ces décisions administratives, j'ai aussi omis tous les milieux de vie qui bénéficiaient dans leur écosystème de la présence d'un établissement militaire qui leur a été supprimé à tel ou tel moment. Donc c'est donc la première cause qui fait que des milieux de vie sont amenés à disparaître. Bien sûr, dans cette première cause, il faudrait parler, si l'on voulait détailler, mais nous l'évoquerons peut-être dans le débat, de toutes les questions liées à l'émigration rurale, de toutes les questions liées à l'émigration industrielle et de toutes les questions liées évidemment aussi aux concentrations administratives décidées par certains pays. Planche suivante, il s'agit d'insister sur en fait les questions géographiques, c'est-à-dire en fait les processus géographiques qui vont faire perdre à un milieu de vie un certain nombre d'atouts et qui vont engendrer en fait une situation où il ne sera plus un écosystème, ou du moins plus un écosystème optimal tel que je l'ai défini au début. Alors, il importe à cet égard de bien distinguer ce que j'appelle une géographie défavorable de façon absolue ou de façon relative. Donc, de façon absolue, il est évident qu'un territoire qui est enclavé, qui est mal relié dans les réseaux de transport, qu'il s'agisse de réseaux autoroutiers, de réseaux ferroviaires, de réseaux aéroportuaires, de réseaux numériques, qui en plus est dans une situation géographique où son accès routier, même s'il existe, se fait par des routes sinueuses, très gelées en hiver, etc., eh bien ce territoire, évidemment, il souffre
inévitablement d'un certain nombre de difficultés. Il y a un certain nombre de fonctions qu'il ne peut pas offrir à sa population. Et même si ce territoire a été un milieu de vie à une partie de son histoire, eh bien, il risque de perdre cette nature de milieu de vie parce que, justement, ses habitants vont être amenés à le quitter parce qu'ils souffrent de cette caractéristique d'encavlement qui est propre à leur milieu de vie. Et donc, ceci est un phénomène qui est aussi assez courant parce que ces problèmes d'encavement géographique se retrouvent à chaque fois qu'une nouvelle technologie se met en route. C'est-à-dire que avant le chemin de fer, il y avait des milieux de vie incontestables qui vont perdre leur caractère de milieu de vie lorsque les réseaux ferroviaires qui sont construits ne les desservent pas. Et puis, vous avez eu bien sûr le téléphone automatique dans les années 70. Enfin, en France, on a eu le même phénomène avec des territoires qui ne bénéficiaient pas du téléphone automatique et du coup qui étaient rejetés par leur population. Et en ce moment, je crois qu'au Canada, vous êtes heureusement mieux placé que la France, mais nous avons de très graves inégalités numériques entre les territoires. Et donc, c'est difficile pour certains territoires de maintenir des caractéristiques de milieu de vie alors qu'ils ne bénéficient pas des possibilités de désenclavement numérique permis par les techniques actuelles. Mais je voudrais surtout insister parce que c'est un élément qui est extrêmement oublié à mon sens, c'est la question d'une géographie défavorable de façon relative. En effet, nous avons à certaines périodes des territoires qui sont des milieux de vie parce qu'ils bénéficient d'une situation relativement favorable, voire très favorable, dans les réseaux de transport. Or, si au fil des décisions qui sont prises, ces territoires perdent relativement cette décision défavorable. Autrement dit, ces territoires sont très bien inscrits dans les réseaux de transport ferroviaire. Et puis un jour, il est décidé que désormais vont être privilégiés les réseaux ferroviaires, comme réseau ferroviaire, les lignes à grande vitesse. Et du coup, ces territoires se retrouvent sur des lignes ferroviaires anciennes qui ne sont plus privilégiées et se trouvent donc en concurrence désormais avec des territoires qui bénéficient des lignes à grande vitesse. Et donc ces territoires se trouvent dévalorisés, non pas parce que leur positionnement ferroviaire a changé, il n'a pas changé, mais parce que d'autres territoires sont désormais beaucoup mieux desservis qu'eux, d'autres territoires qui auparavant étaient plus mal desservis qu'eux parfois. Et donc ces territoires, face à une situation géographique devenue défavorable, vont effectivement perdre des éléments de milieu de vie parce qu'ils vont être moins attractifs et bien entendu, une partie des actifs ou de la population va mal ressentir cette évolution, voire quitter ce territoire, donc ne plus s'identifier, ne plus être un acteur de ce territoire. Donc cet élément est important. Et puis, bien sûr, parallèlement, nous avons des milieux de vie qui souffrent lorsqu'ils ont à subir la concurrence de territoires particulièrement attractifs et en particulier, depuis les années 90, le phénomène de la métropolisation. Donc, la métropolisation a été un processus de destruction de milieux de vie, parce qu'en attirant des actifs et des populations, eh bien, elle a détruit ailleurs des éléments qui faisaient milieu de vie. Et donc, j'en arrive à ma planche suivante, qui évoque surtout les questions d'attraction liées à la métropolisation. En effet, les années 90 ont été un tournant en la matière, avec tout un ensemble d'éléments qui ont favorisé les grandes métropoles au détriment des autres milieux de vie du territoire.
D'abord, bien entendu, il y a le fait que l'économie, déjà avant, mais surtout à partir des années 90, a été très largement une économie tertiaire et l'on a bien vu que la localisation euh, des entreprises tertiaires a privilégié les villes les plus peuplées, qu'il s'agisse du tertiaire marchand ou du tertiaire non marchand. Le deuxième élément qui a favorisé les métropoles, c'est que, compte tenu de leur taille, ce sont les territoires qui sont susceptibles d'offrir l'éventail des métiers le plus large. Or, ceci a été considéré par les individus comme un atout important, d'une part parce que dans les ménages, les deux personnes en général de ce ménage ne sont pas forcément dans les mêmes activités professionnelles et chacun souhaite pouvoir s'insérer et va considérer que ce sera plus facile pour le ménage de s'insérer s'il est dans un marché de l'emploi large. Et parallèlement, bien entendu, dans un monde où la mobilité professionnelle est de plus en plus demandée, où surtout nous sommes dans une situation où la mobilité professionnelle contrainte est de plus en plus nécessaire. Contrainte en raison des changements des structures, en raison de faillites d'entreprises, en raison du développement de nouveaux secteurs d'activité. Et donc, il est clair que lorsque le marché d'emploi est plus large, les possibilités de se recycler professionnellement sont plus faciles que sur un marché étroit. Il faut ajouter, bien entendu, les atouts en termes de connexion apportés par les métropoles et toutes les questions que vous connaissez bien d'économie d'agglomération. Et donc, le résultat de tout ceci, si l'on ajoute en plus l'offre en termes universitaires, hospitalières, en termes culturels ou en termes de santé que peuvent offrir les métropoles, eh bien, nous avons traversé une période depuis les années 90 qui a favorisé les métropoles, même si cette affirmation doit assez rapidement être corrigée, dans la mesure où dans ce processus de métropolisation, eh bien, les résultats des métropoles sont extrêmement contrastés. Certaines ont su en profiter plus que d'autres, d'autres au contraire ont même connu des reculs. Et je n'ai pas besoin de rappeler, par exemple, à nos amis canadiens que Montréal a longtemps été la ville la plus peuplée du Canada et qu'elle est doublée maintenant très largement par Toronto, c'est-à-dire que clairement, dans le processus de métropolisation, Toronto a été plus attractif, alors pour de multiples raisons qu'on ne va pas développer ici, que Montréal. Donc tout ceci fait que effectivement des milieux de vie, à la fois par les phénomènes de répulsion liés à des handicaps géographiques, liés à des restructurations économiques et liés à l'attraction pour d'autres territoires plus peuplés, des milieux de vie ont été amenés à disparaître. Alors comment, et j'en arrive à ma planche suivante, comment peut-on apprécier l'importance de la disparition des milieux de vie, ou plutôt comment on peut la quantifier. Alors bien sûr, on pourrait aussi la qualifier à travers des enquêtes de terrain, cela va de soi. Là, je voudrais simplement insister que même si on n'a pas pu réaliser d'enquête de terrain, on peut quantifier la disparition de milieux de vie par un certain nombre d'indicateurs que je ne fais que citer ici. D'abord, une situation de désemploi, donc un territoire qui était un milieu de vie, mais qui voit le nombre de ses emplois diminuer de façon significative. Deuxièmement, nous avons un vieillissement de la population, c'est-à-dire inévitablement une dynamique de solidarité entre les générations qui va forcément poser des problèmes. Bien entendu, si nous avons une dépopulation, c'est-à-dire un excédent des décès sur les naissances, une diminution de population scolaire, c'est-à-dire qu'en fait, si nous voyons que les décideurs sont obligés de diminuer le nombre de classes de lycées, de diminuer le nombre de classes de collèges, voire de fermer des écoles. Et donc l'écosystème, évidemment, du milieu de vie se met à souffrir.
et bien entendu lorsque nous avons des phénomènes de dépeuplement. Donc clairement, et je pense que chacun d'entre nous a en tête des territoires qui, au fil de ces dernières décennies, étaient des milieux de vie qui aujourd'hui semblent avoir disparu et dont on peut s'interroger sur leur capacité de renaître. Et donc moi, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait penser, des milieux de vie peuvent renaître. Et donc j'en arrive à ma seconde partie de la planche suivante pour maintenant vous montrer que malgré tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, eh bien, il n'y a pas de fatalité à la disparition d'un milieu de vie, ou plutôt un milieu de vie qui a disparu, c'est-à-dire un territoire qui ne fait plus écosystème, peut renaître et redevenir un écosystème. Alors, dans ce dessin, je vais vous proposer des exemples différenciés et plus particulièrement 3 exemples différenciés. L'un sera celui d'un village des Pyrénées-Orientales. Un second sera celui d'un autre village, mais encore plus petit, qui se trouve en France dans le Massif central. Et il s'agira ensuite d'une petite ville. Donc je vous propose de regarder la carte qui suit et je vais vous montrer donc où se positionnent les 3 exemples que je vous ai donnés. Donc nous avions effectivement publié dans la revue de Population et Avenir une carte de France que vous voyez ici, enfin de la France métropolitaine, avec un certain nombre d'exemples de territoires qui ont réinventé leur économie, c'est-à-dire qui, à une période historique, avaient des activités économiques qui avaient considérablement décliné et qui avaient connu de réelles pertes d'emplois. Donc, parmi ces territoires, je vais vous en montrer 3. Donc, l'un s'appelle Saint-Bonnet-le-Froid. Donc, vous voyez que c'est déjà un nom qui, pour ceux qui sont frileux, ce qui est mon cas, donne pas envie d'y aller. Donc, Saint-Bonnet-le-Froid, vous voyez, se trouve ici, se trouve dans le département de la Loire en France. Disons les grandes villes toutes proches, mais qui sont quand même très éloignées. Ce sont d'une part Saint-Étienne, qui a été une grande ville industrielle, et puis Lyon, mais de Lyon à Bonnet-le-Froid, il faut compter à peu près 1h30 de voiture, et par des petites routes sinueuses. Donc nous allons parler d'abord de Saint-Bonnet-le-Froid, ce village totalement enclavé, comme je le repréciserai. Deuxièmement, nous parlerons d'Espelette. Alors peut-être, autant le dire tout de suite, Espelette, c'est peut-être connu par certains d'entre vous. Tout du moins, c'est connu par Madame Justin Trudeau. Et oui, parce que quand il y a eu le G7 des grands chefs d'État à Biarritz en 2019, eh bien, les épouses ou époux des dirigeants du G7 sont allés visiter ce gros bourg d'Espelette dans les Pyrénées-Atlantiques, un gros bourg, comme je le préciserai, qui normalement était un milieu de vie qui avait disparu. Et enfin, le 3e exemple que je vous donnerai, c'est Vitré, une petite ville de Bretagne, vous voyez, qui se trouve ici à 37 km de la capitale de la Bretagne, Rennes. Et donc, je vous propose d'examiner ces 3 exemples parce que nous avons effectivement 3 exemples de milieux de vie qui avaient disparu et qui sont parvenus à renaître alors que rien ne permettait d'imaginer que cela soit possible. Alors commençons, si vous le voulez bien, par Saint-Bonnet-le-Froid. Je vous montre simplement les chiffres de population dans le prochain transparent. Et vous voudrez me pardonner parce que vous pouvez être extrêmement curieux que je vous donne des chiffres de population là en vert que vous voyez et je ne vous donne les chiffres du nombre d'emplois que pour la dernière période. La raison est extrêmement simple, c'est qu'en France, nous avons un système statistique extrêmement mauvais et surtout un système d'information statistique encore plus mauvais. Et donc, il est quasiment impossible de reconstituer le nombre d'emplois pour les périodes antérieures. Donc, vous voyez que nous avions à Saint-Bonnet-le-Froid un village qui, en 1936, a encore plus de 450, entre 450 et 500 habitants.
et qui, sous l'effet de l'émigration rurale, est en train de voir sa population s'effondrer. Vous voyez la baisse de 1936 à 1954. La baisse continue en 62. Elle baisse un petit peu moins vite en 1968, mais je vous rappelle que nous sommes quand même à la période des 32 glorieuses, c'est-à-dire au moment où effectivement la fécondité de la France est particulièrement élevée. La baisse se poursuit en 75 et se poursuit encore en 1982, mais je vous expliquerai un petit peu ce qu'il en est. Toujours est-il que clairement, lorsque nous sommes en 1975 dans ce village est totalement enclavé. Évidemment, pas d'autoroute, pas de liaison aéroportuaire, évidemment, pas non plus de possibilité d'accès facile parce que ce village est à plus de 1000 mètres d'altitude et il faut y aller par une route très sinueuse et qui peut être très enneigée en hiver. Et bien entendu, ce milieu de vie tel qu'il existait en 1936, c'était un milieu de vie d'activité agricole. Et donc, le village va souffrir de l'émigration rurale, d'autant plus que ce sont des conditions de travail agricole particulièrement rudes, compte tenu à la fois du climat et à la fois de terres dont la qualité est relativement réduite. Et donc, tout laisse penser, donc, en 1975, que ce village terriblement enclavé, qui a déjà connu une forte migration rurale, dont la pyramide des âges est âgée, va continuer à connaître une dépopulation, un dépeuplement, et que ce village a perdu cette logique de toute façon de milieu de vie, puisqu'il n'est plus un territoire qui fait identité, et il n'est plus un territoire dont les habitants restants ressentent un espoir de valoriser cette identité. Ils continuent à être dans ce village parce qu'ils y étaient toujours et ils veulent y mourir, si je puis dire, en quelque sorte. Mais pour eux, c'est la fin du village qui est inévitablement en cours et qui va se prolonger au fur et à mesure. On peut considérer que le ralentissement de la baisse de la démographie ici, il faut aussi le relier à une période à compter des années 1970 et un peu avant où on a une augmentation de l'espérance de vie des personnes âgées. Donc en fait, les taux de mortalité par âge baissent et ceci effectivement ralentit en fait le dépeuplement du village. Donc dans ce village qui n'a aucun atout, son seul atout, si je puis dire, c'est une petite auberge qui est tenue par une femme qui a 7 enfants. Pourquoi elle est tenue par elle? Parce que son mari, malheureusement, est décédé. Et nous arrivons donc en 1979 à la période où ce village a le moins d'habitants, 180 habitants. Mais ce qui va se passer, c'est que parmi les enfants de cette personne qui tient cette petite auberge, eh bien, nous allons avoir des individus qui vont croire de façon totalement utopique qu'il est possible de faire renaître ce milieu de vie alors qu'il n'a aucun atout a priori. Et donc, ils vont d'abord améliorer la qualité du restaurant de l'Auberge des Cimes, ils vont réaliser un hôtel, ils vont réaliser un restaurant gastronomique qui vont leur permettre d'avoir des étoiles au guide Michelin, alors bien entendu, c'est le bout du monde, mais quand on veut très bien manger, on attire quand même des clients. Ils vont développer ensuite un hôtel 4 étoiles, ils vont développer un salon de thé, ils vont développer un certain nombre d'activités de fêtes à travers notamment chaque année la fête du champignon, et ils vont aussi développer des stages d'activités culinaires. Le résultat de tout ceci, c'est qu'à travers les multiples activités qui vont se développer à partir de l'Auberge des Cimes, eh bien, ce village va connaître une attraction touristique bien au-delà de la région Rhône-Alpes où figure ce village. Et donc, par toutes ces activités, ces personnes vont créer de nombreux emplois
Et bien entendu, il n'y a pas de main-d'œuvre sur place, puisqu'il n'y a qu'une population âgée. Et donc, nous allons voir arriver une main-d'œuvre habitée dans ce village pour y trouver un emploi, mais surtout s'y fixer et partager l'identité voulue de ce village avec les fondateurs. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce projet, qui s'inscrit bien sûr dans la durée, comme tout projet de renaissance de milieu de vie, eh bien, il commence, les chiffres n'en donnent pas l'impression, il commence en fait dans les années 80. Or, vous avez plutôt l'impression, d'après mes chiffres, qu'on a un peu une stabilité de population dans les années 80, donc aucune renaissance n'apparaît. Eh bien, pourtant, la renaissance, elle est là, dès les années 80. Pourquoi? Parce que les années 80, c'est d'une part un village qui connaît une mortalité importante en raison d'une composition par âge très vieillie, mais c'est un village qui connaît un sol migratoire positif avec l'arrivée de jeunes, et de jeunes foyers, de jeunes actifs. Donc en fait, vous voyez que cette stagnation démographique masse ce que j'appelle une régénération. Et donc vous pouvez ainsi avoir des villages dont la population, enfin des villages ou même des bourgs, dont la population diminue parce qu'elle a une pyramide des âges ancienne et qui pourtant peut être en régénération lorsque la composition par âge du sol migratoire lui est favorable. Et donc ce village va redevenir effectivement un véritable milieu de vie où il y a à la fois de la main-d'œuvre, des emplois, des activités associatives, des activités culturelles, et tout cela va se traduire par des créations d'emplois. Vous voyez que le taux d'emploi est très, très satisfaisant, qui se sont développés tout au fil de ces années. Et puis, bien entendu, il y a un autre élément qui permet de mesurer cette renaissance, c'est le fait que ce village qui a connu pendant des décennies un sol naturel négatif, donc chaque année plus de décès que de naissances, désormais a retrouvé, ce qu'il n'avait pas retrouvé depuis le 19e siècle, un solde naturel positif avec plus de naissances que de décès. Donc clairement, nous avons là un écosystème qui s'est développé, mais vous avez bien noté que cet écosystème n'a pu se développer qu'en raison d'innovations permanentes faites par les acteurs qui se mobilisent pour l'identité de ce village. Deuxième exemple, donc, Espelette. Et je vous propose de regarder une planche un petit peu semblable. Nous avons donc un gros bourg qui se trouve donc dans les Pyrénées-Atlantiques, mais pas sur le littoral, qui est apprécié par les touristes. Et ce gros bourg, en fait, était un milieu de vie avec des activités essentiellement agricoles et avec également une activité de tannerie. Au fil des décennies, bon, même si vous avez, je dirais, une stabilité de la population, comme vous pouvez le constater, nous sommes quand même plutôt dans une logique où ce milieu de vie est en train de disparaître, et pour une raison bien simple, c'est que les jeunes qui ont passé leur vie scolaire dans ce village, qui sont allés au collège d'ailleurs dans un autre village, ben, le quittent tout simplement. Et donc, nous ne sommes pas du tout dans une logique de milieu de vie qui se maintient. Et même si vous avez un peu cette population qui se maintient, c'est notamment par l'arrivée de personnes qui considèrent ce village comme un village dortoir. Mais au sein de ce village, dans les années 1967, des jeunes se réunissent dans le bar du village et se disent « mais nous, on ne veut pas aller travailler ailleurs. Il faut que l'on trouve quelque chose pour faire renaître notre village. » Et alors à ce moment-là, ils réalisent qu'au sein des agriculteurs qui sont dans ce village, il y a une toute petite production d'un piment. Et ce piment, chaque année, sert à assaisonner les cochonailles des agriculteurs du lieu. Il y a un tout petit peu de piment qui est vendu à des charcutiers de la grande ville voisine qui est Bayonne ou de Biarritz. Mais cela représente une activité extrêmement modeste et les agriculteurs d'ailleurs qui produisent du piment, pour eux, c'est une activité totalement accessoire par rapport aux activités d'élevage qui leur permettent de vivre.
Et donc ces jeunes, en 1967, vont décider de créer une fête du piment pour essayer de dynamiser ce village. Et ensuite, ils vont créer une confrérie du piment d'Espelette, mais ceci ne change rien à la production qui est extrêmement faible chaque année. Néanmoins, ils arrivent à organiser, quelques années après, un syndicat des producteurs de piment d'Espelette et ils osent déposer un dossier pour obtenir ce qu'on appelle en France un AOC, c'est-à-dire une appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire une reconnaissance officielle de la spécificité du piment d'Espelette avec des normes à respecter sur un espace géographique délimité correspondant justement à un milieu de vie irénée. Lorsqu'il dépose ce dossier, donc en 1978, on se moque d'eux, c'est-à-dire que les responsables des appellations d'origine contrôlée leur disent que leur piment d'Espelette, ça n'a aucun intérêt. D'abord, il n'y a qu'une douzaine de producteurs. C'est une production extrêmement limitée qui ne concerne que 2 ou 3 villages. Ça ne mérite absolument pas une appellation d'origine contrôlée. Mais ces jeunes ne vont pas se désespérer malgré toutes les épreuves, et je les passe rapidement, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi l'utilisation frauduleuse du nom Espelette. Et donc, à force de se battre, ils arrivent à faire connaître la spécificité de leur piment à des grands cuisiniers dans le monde et également à des distributeurs qui s'intéressent à ce piment. Et donc, ils vont encourager des agriculteurs à produire davantage de piment et même des agriculteurs à s'installer pour produire du piment. Ce qui fait que la production du piment en quelques années est multipliée par 400, ce qui est absolument énorme. Et donc, ce piment atteint une notoriété mondiale à travers justement des cuisiniers renommés qui s'en servent dans leur cuisine. Et donc, derrière cette réussite d'un milieu de vie, puisque finalement, c'est là que les emplois ont été créés, c'est là que la population est attirée, vous voyez que ce qui est assez extraordinaire dans le cas d'Espelette, de la renaissance d'un milieu de vie, c'est que nous avons à la fois une renaissance liée à l'agriculture, liée à l'industrie à travers une tannerie, je n'ai pas eu le temps de développer, et liée également au tourisme. Et c'est la raison pour laquelle les époux ou épouses des dirigeants du G7, du G7 sont allés à Espelette en août de 2019. Troisième exemple que je voulais vous donner, donc nous arrivons à la planche suivante, c'est le cas de la ville de Vitré. Vitré est donc une petite ville qui se trouve à l'ouest de la Bretagne, donc pas du tout dans la partie littorale prisée par les touristes, et qui se trouve en très grave difficulté au fil des décennies parce que notamment l'État a retiré les activités administratives de cette ville. Cette ville avait été une sous-préfecture, avait été une ville de garnison militaire et donc avait, si vous voulez, un écosystème à travers ses activités, plus bien entendu les activités agricoles autour. Et compte tenu de toute cette perte, eh bien, il y a à ajouter aussi le fait que cette ville étant à 37 km de Rennes, eh bien, tout le monde se dit, de toute façon, on va être une ville dortoir de Rennes. Vous avez, par exemple, en 1976, un congrès d'un syndicat de salariés français, la première centrale syndicale française aujourd'hui, qui s'appelle la CFDT, Confédération française démocratique du travail, qui se réunit à Vitré et qui dit carrément le pays de Vitré est sous-développé économiquement, socialement et culturellement, en passe d'être rayé de la carte. Le pays de Vitré est aux portes de la métropole et aux portes de Rennes, dévoreuse d'investissements, qui risque de nous détruire, de nous transformer en ville dortoir ou en centre de vacances, si ce n'est en désert. Donc, vous voyez, la CFDT en 1976 dit Vitré, c'est tout le contraire, c'est une évolution tout à fait contraire à un milieu de vie. Et effectivement, les années suivantes, on peut penser que tout ceci va se concrétiser parce que Rennes
la capitale régionale a beaucoup d'avantages. Elle devient d'ailleurs une capitale régionale significative. Elle bénéficie de la métropolisation. Elle a des aménités grâce effectivement à sa proximité avec un certain nombre de littoraux. Et donc, quand vous voyez en fait la croissance de la population de Vitré, cette croissance, au moins jusqu'en 1975, c'est une croissance de ville-dortoir. Ce n'est pas une croissance liée à une renaissance. Ce n'est pas une croissance liée à un milieu de vie qui est en train de renaître. Le milieu de vie qui renaît, il ne va s'effectuer qu'à partir des années 1980, c'est-à-dire à partir du moment où cette ville effectue un choix stratégique consistant à dire, mais nous ne voulons pas devenir une banlieue de Rennes. Nous voulons développer notre propre pôle d'emploi, notre propre pôle commercial. Et donc, nous allons tout faire pour développer nous-mêmes des activités économiques, pour que les gens qui habitent chez nous travaillent chez nous, et pour que les gens qui habitent chez nous achètent chez nous, et pour que les gens qui habitent chez nous soient dynamiques dans les associations de Vitré. Et donc, tout un ensemble d'initiatives est prise pour permettre effectivement un développement de l'emploi tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, vous voyez à travers les deux chiffres ici l'importance du taux d'emploi qui s'est développé dans cette ville. Et le caractère de renaissance d'écosystème est mesuré par également deux autres indicateurs que je vous signale. Le premier, c'est que c'est une des villes de France où il y a le plus de personnes qui donnent gratuitement leur sang pour bénéficier aux hôpitaux. Et deuxièmement, figurez-vous que c'est une des villes de France où il y a le moins de fraude fiscale. Donc, ce qui prouve, vous voyez, un civisme tout à fait remarquable. Donc, le résultat de tout ceci, c'est qu'effectivement, nous avons une ville qui a été innovante et qui a su renaître réellement comme écosystème avec des mesures extrêmement intéressantes. Je n'en citerai qu'une pour illustrer, même si cela existe peut-être dans d'autres pays, mais c'est la seule qui existe en France. Donc, Vitré a créé en fait une maison de l'emploi de l'entreprise et de la formation professionnelle, c'est-à-dire que vous avez dans le même bâtiment 11 services publics sous la responsabilité d'un seul directeur. Et surtout, la personne qui se retrouve au chômage, qui entre donc pour bénéficier de l'assurance chômage, peut aller tout de suite dans le bureau d'à côté, savoir quels sont les emplois qui lui sont proposés. Donc, c'est une réussite absolument remarquable d'un milieu de vie qui a été capable donc de renaître alors que personne n'avait imaginé que cela soit possible. Donc, avant donc d'en Je vous venir… demande, Monsieur Dumont, d'aller vers les conclusions. Oui, c'est exactement, il est extraordinaire Marco, parce que c'est exactement où j'allais. Alors, la planche suivante, ça doit être écrit conclusion, je pense d'ailleurs. Voilà. Et donc, j'en arrive aux Je conclusions. me suis donné 10 minutes de plus avant de vous interrompre. Voilà, voilà, c'est bien. D'abord, bon, le premier élément qui est important, c'est qu'il n'y a de fatalité pour aucun territoire. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer effectivement que des territoires, compte tenu de leur enclavement, compte tenu de leur propre histoire, compte tenu des dynamiques et des processus économiques et sociaux dans le monde, eh bien, inévitablement, ne pourraient pas être ou ne pas renaître comme milieu de vie. Le deuxième élément, bien entendu, c'est que retrouver des milieux de vie, ça suppose de l'entrepreneuriat. Alors, entrepreneuriat économique, entrepreneuriat en matière de gouvernance territoriale, entrepreneuriat associatif, et ça, c'est un élément très important. Et puis, bien entendu, ce que vous voyez à travers tous ces exemples, c'est qu'il n'y a pas d'optimum territorial. C'est-à-dire, il ne faut pas passer son temps à chercher une masse critique qui serait une condition nécessaire à la nécessité de renaître en situation de milieu de vie. Donc, ce sont ces quelques conclusions que je voulais préciser avant de donner la conclusion finale, mais que j'ai déjà évoquée dans mon texte. En tout état de cause, il faut en fait innover en permanence. Merci de votre écoute et au plaisir de notre discussion.
Merci beaucoup, Monsieur Dumont. Merci pour votre présentation qui a été fort intéressante. Mais vraiment, un grand merci à Monsieur Dumont et à tous les participants. Et si jamais il y aura d'autres séminaires avant l'été, vous allez les recevoir par courriel. Vous allez recevoir les invitations. Donc, encore merci, Monsieur Dumont, et merci à tous les participants et à mon collègue Juan Luis Klein. C'est moi qui vous remercie de votre accueil et de la qualité de vos questions, qui étaient toutes passionnantes. Merci. Merci. Bon après-midi et bonne soirée pour ceux qui sont comme moi en Europe.